Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir M. Stéphane Bergeron qui sera candidat dans le district 11 et Normandie-Est pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Mais d'abord, avec mon premier invité, on va traiter de plusieurs sujets, dont le dossier du REM. Là, il y a des informations récentes qui sont sorties et j'accueille le député M. Louis Lemieux. M. Lemieux, bonjour. Salut Mario, merci de me recevoir. La semaine dernière, le Canada français sortait un article pour nous expliquer un peu la décision derrière le non-prolongement, en fait, du REM vers Saint-Jean-sur-Richelieu, des coûts de 1 milliard 200 millions, manque d'achat. Enfin bref, on explique de bout en bout pourquoi on n'a pas prolongé le REM ici. Ça vous a fait réagir sur Facebook. Les gens, d'ailleurs, ont réagi à votre statut. Peut-être nous expliquer un peu votre position là-dessus et ce qui explique la décision de ne pas prolonger le REM vers Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, Mario, j'étais presque soulagé 4 ans plus tard que ce que je sais depuis 4 ans soit maintenant public, mais ce n'était pas à moi de le publier. Ouais. Je répondais comme je le pouvais, mais effectivement, ce dossier-là, avec les documents qui ont été publiés, ça nous montre jusqu'à quel point c'était vraiment une fausse bonne idée que de vouloir prolonger le REM. Et je qualifie ça de fausse bonne idée parce qu'à l'époque où la CAQ, le gouvernement, n'était pas au pouvoir, à l'époque où le parti l'a proposé, c'était une bonne idée dans la mesure où on n'avait pas les données pour être capable. Même, il y avait un REM qui s'en venait, mais on n'en savait pas grand-chose. Donc, on n'avait pas, nous, les moyens de dire, bien, ça va coûter tant, ça va faire ci, ça va faire ça, on va le mettre comme ci, on va le mettre comme ça. Alors, on a proposé de le prolonger. Et au moment où on a pris le pouvoir, ça a pris 6 mois, je pense, puis tout de suite, la CDPQ Infra, la Caisse de dépôt qui gère le REM, a été mandatée pour examiner les tenants, les aboutissants et surtout les coûts. Bon. Ce que le Canada français a publié, ça montre bien que c'était ahurissant comme coût par rapport à ce que ça rapportait. Il n'y avait pas de gain d'efficacité, il n'y avait pas de gain pour quelqu'un qui part de Saint-Jean pour aller à la 1035, embarquer dans le REM, débarquer à Brossard, repartir. Au final, c'était la même durée de transport. Ça n'avait pas de bon sens. Parce que le projet là, ça allait jusqu'à l'intersection de la 10 et de la 35. Oui. Il y avait un autre projet encore plus cher, on a presque 2 milliards, qui passait par Saint-Hubert, puis qui s'en venait jusqu'à Saint-Jean en passant par Chambly. Mais ça, c'était vraiment inabordable. Donc, le projet que la CDPQ Infra a étudié, comme on le voit dans le Canada français, était trop cher, n'était pas vraiment efficace, encore moins pour Saint-Jean, mais même pas pour Chambly. Donc, au final, on l'a abandonné. Résultat des courses, les gens étaient déçus, mais on oublie, puis ça, c'est probablement la bonne nouvelle pour tout le monde, pas seulement pour les navetteurs, parce qu'il y avait surtout des navetteurs dans le transport. Là. Okay. Mais on oublie que dans les mois qui ont suivi, l'annonce qu'on ne prolongerait pas le REM, on a annoncé qu'on allait élargir la 10 entre la 30 et la 35 de 2 à 3 voies, avec voies réservées tout du long. Donc, et moi, j'ajoute toujours, pour le dessert, la cerise sur le sundae, des doubles bretelles d'accès normalisées. Parce qu'on le sait, quand on s'en va à Sherbrooke, il faut tourner. Ouais. Bon, c'est des bretelles qui existaient du temps du vieux payage. C'est pas une bonne idée de continuer de vivre avec ça. Donc, on a presque terminé la planification. On devrait entrer en chantier sur la 10, entre la 30 et la 35. On devrait voir ça arriver très bientôt. Et ça, on avait annoncé ça il y a 3 ans, après qu'on a dit qu'on ne prolongerait pas le REM. Donc ça va vraiment changer beaucoup de choses pour le transport. Et pour le transport en commun, mais là, c'est à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de voir à ce qu'il y ait un rabattement, et c'est ce qu'ils ont décidé, ils sont en train de travailler sur les détails, un rabattement de la 96, du circuit 96, de Saint-Jean jusqu'au REM. Parce que ça, c'est l'interrogation des usagers. Bon, avec le REM, on a abandonné la voie réservée sur le pont Champlain qui permettait justement à la 96 d'aller directement dans le centre-ville. Bon, pour donner évidemment une priorité, il faut favoriser bien sûr le REM. On a décidé d'abolir ce... Et là, avec les problèmes du REM, et là, le fait que le REM, là, c'est officiellement mort et enterré pour Saint-Jean-sur-Richelieu. En tout cas, toi puis moi, on ne le reverra pas. Non, peut-être nos enfants le verront. C'est ça. Donc, les gens s'interrogent, pourquoi avoir abandonné cette voie réservée-là? Bien, du jour 1, c'était la condition sine qua non de CDPQ Infra, et ça, on parle du gouvernement précédent qui avait négocié avec CDPQ. C'était la condition, d'abord parce que ça exigeait qu'on construise un pont avec une voie de transport collectif au centre pour le REM.
au lieu d'une voie de chaque côté. Mais il ne faut jamais oublier qu'on a gardé une voie d'urgence sur le pont Champlain aussi, qui est vraiment une très bonne idée, mais qui n'aide pas le transport en commun. Donc, le pourquoi, c'est comme de dire pourquoi on a construit l'édifice comme ça puis pas comme ça. Bon, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on le voyait puis c'est comme ça qu'on le fait. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup le choix, sauf que Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Sherbrooke, les autres villes qui sont en dehors de la RTM, qui est le bras transport de la CMM, et nous, on est juste à la frontière, toutes ces villes-là savaient depuis le jour 1 de la construction du pont et de l'arrivée du REM, ça s'est passé pas loin en même temps, qu'il n'y en aurait plus de voies réservées pour le transport en commun, que c'était considéré, entre guillemets, une vieille technologie, puis qu'on s'en allait vers le REM. Donc, là, il restait à la ville, mais ça a été long. Moi, ça fait 4 ans, 5 ans que j'en parle avec la ville, parce que j'avais commencé avec le maire Laplante, dire là, il va falloir que vous décidiez ce que vous allez faire, si vous voulez continuer sur Montréal ou si vous voulez arrêter au REM. Puis à l'époque, ça n'a pas vraiment avancé. Moi, j'ai travaillé très fort avec la mairesse Bouchard pour essayer d'y voir clair. Et il y avait un contrat avec Transdev, leur sous-traitant, parce qu'on n'est pas non plus une commission de transport. Là. Non, c'est sûr. Ça ne simplifie pas les choses à l'égard du ministère. Donc, ils ont décidé de dire, bon, ben, on va aller au REM et on va y aller cet automne. Et là, ils sont en train de travailler sur combien ça va coûter pour un passage unifié, la fréquence, tout ça. Moi, dans mon livre, à moi, comme on dit au hockey, tu pars de Saint-Jean pour aller au REM, tu peux quasiment faire, parce que c'est la moitié à peu près du voyage vers Montréal, tu peux faire 2 voyages pendant que tu en faisais un. Donc, en théorie, on va économiser quelque part du côté de la ville pour aller amener les gens jusqu'au REM. Donc, on verra c'est quoi les fréquences. La mairesse que j'ai lue récemment promettait qu'il va avoir une fréquence qui va ressembler à celle qu'on a en ce moment. On va débarquer au REM, puis on va continuer. Et combien ça va coûter? Bien, ils sont en train de négocier ça. Bon, c'est ça, parce que ma dernière question là-dessus, c'est évidemment tout l'enjeu du financement. Les municipalités en réclament. Donc, j'imagine que Saint-Jean va vouloir un peu compenser cette perte-là. Mais Saint-Jean a été compensé largement depuis 2 ans parce que c'est 8 millions, je pense, qu'on a rajouté à l'enveloppe de la ville pour les après-pandémies. Et après pandémie, c'était beaucoup le transport en commun. Parce que le problème qu'on a en ce moment, c'est encore un peu ça. Ouais. Il n'y a pas encore assez de fréquences, pas de fréquence, mais d'achalandage pour que la fréquence s'améliore. Mais oui, on a déjà donné beaucoup à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous me promettez que personne en dehors de la région va entendre ça, proportionnellement, on a eu plus pour Saint-Jean, là, pas que les autres villes. Mais vous avez vu la chicane entre Québec et les autres grandes villes pour ça. Bien, nous, on était inclus là-dedans parce que même si on n'a pas de commission de transport, on a un transport en commun qu'on subventionne avec un sous-traitant et puis c'est comme ça que ça marche. Bon. Voilà pour le dossier du transport en commun et du REM. Oui. Un autre dossier qui a fait les manchettes récemment, c'est les maisons pour aînés. On dit que c'est à moitié plein. Oui. Ça va avoir de l'impact également sur le futur de Georges Faneuf. Peut-être faire le point là-dessus, parce que c'est important. On va les diviser en 2. Ouais. Commençons par la maison des aînés. Le journal disait à moitié vide. Moi, mon verre est toujours à moitié plein. Alors, j'aime ton expression, est à moitié pleine. C'est une question de temps. Il faut comprendre qu'il y a 192 nouveaux, on appelle ça des appartements dans une maison des aînés. C'est plus des chambres, là. C'est vraiment des appartements dans des 12 par 12 un peu partout. Et donc, il y en a à peu près la moitié en ce moment qui sont comblés. C'est pas parce qu'on manque de personnes qui veulent y aller, c'est parce qu'on manque de personnel. On a une rareté de main-d'œuvre et juste pour garder à flot le réseau de la santé, c'est difficile. Puis là, on en rajoute beaucoup pour s'occuper de 192 personnes en appartement dans la maison des aînés. Donc, ce qui se passe, c'est que le 6, et c'était une très bonne décision, le 6, il va par étapes. On ne veut pas déshabiller, justement, Georges Faneuf ou Gertrude Lafrance pour habiller la maison des aînés. On se tirerait dans le pied, puis ce ne serait pas vraiment équitable pour les résidents de ces endroits-là. Donc, on embauche, ça va assez bien, et ce que les gens ne savent pas ou oublient, c'est qu'il faut les former aussi. Ce n'est pas le même travail. Un CHSLD, ça va par là. Une maison des aînés, ça va par là. Tu ne peux pas prendre l'employé et dire demain, tu commences là. Non, ça ne marche pas comme ça. Je connais des gens qui travaillent dans ce secteur-là et c'est tout à fait différent. Oui, c'est très différent et ça prend une formation. Il faut les sélectionner aussi pour ce genre de service. Il y a même des postes en maison des aînés qui n'existent pas en CHSLD. Donc, il faut comprendre la manœuvre, mais on va y arriver. Moi, j'ai dit au journal, au quotidien au Canada français, j'ai dit, ça prendra le temps que ça prendra. L'important, c'est que ça se passe bien et ça se passe très bien, merci. Bon, Georges Faneuf. Georges Faneuf, on est encore en attente du 6
qui examine la soumission d'un seul soumissionnaire pour l'appel d'offres pour nous construire une coquille, plus que la coquille, pour nous construire un immeuble qui va remplacer Georges Faneuf. Ça va se faire très rapidement parce que, ça va être construit par le privé, on va le louer du privé. Puis pour l'instant, comme il y a juste un soumissionnaire, ça ne pose pas de problème, mais ça complexifie la chose un peu parce qu'il y a des règles. Si c'est seulement un soumissionnaire, il faut vraiment l'analyser et puis peut-être même renégocier. On verra. Moi, je suis toujours verre à moitié plein, je suis optimiste. Je pense que très bientôt, parce que ça fait déjà 3 ou 4 mois que la soumission a été déposée, quand on a su que le motel, l'Auberge Harris, avait été vendu à ce soumissionnaire-là qui veut s'installer là. Bel endroit, en passant. Oui, très bel endroit. Alors, on verra. Au pire du pire, on ira en nouvel appel d'offres. Mais il ne faut pas oublier que c'est toujours long parce qu'on est le premier. En fait, c'est toujours long, le gouvernement, je suis d'accord. mais ce projet-là a été plus long parce qu'on a été le premier, on est le projet pilote d'une douzaine de vieux CHSLD, trop vétustes et vieux pour être rénovés, parce qu'on les rénove tous pour les mettre au goût du jour de la philosophie des maisons des aînés. On veut qu'ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, qu'ils se couchent à l'heure qu'ils veulent, qu'ils mangent ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est pas évident dans un vieil hôpital comme Georges Faneuf. C'est pas l'endroit idéal pour changer la philosophie. Alors, puis il était vieux, puis il coûtait une fortune en entretien. Vous l'avez vu, il y avait toujours de la construction autour. Tout à fait. Puis, alors... Voilà. On va terminer avec un dossier là, que je pense que vous avez travaillé. C'est le grand chantier là, de la main-d'œuvre avec NextDev. Là. Il y a des choses qui s'en viennent là-dessus. Oui, NextDev qui est devenu un peu le porteur de ballon pour le chantier que j'avais initié il y a 3 ans. On l'a appelé chantier au Richelieu, main-d'œuvre. 2025. 2025. Et c'est important parce que dans le contexte actuel, avec les tarifs, avec la nouvelle économie qu'on essaye de distinguer, d'être capable d'aller exporter davantage, on avait, il y a 3 ans, identifié, et il y avait 10 tables de travail pendant toute une journée dans des secteurs, que ce soit secteur des garderies, secteur des transports, il y en avait 10 comme ça. Et au bout d'une journée de travail, on s'était dit, on a un bon plan, on va partir avec ça. Mais d'année en année, et là, on arrive à la 3e année, et donc NextDev est sur le point de convoquer la réunion annuelle du chantier. Savez-vous quoi? Ça avance bien dans beaucoup de secteurs. Seulement dans les services de garde, on avait initié à ce moment-là un projet pour créer des services de garde en milieu familial, communautaire et entrepreneurial. On va avoir créé presque 200 places dans la région, bon an, mal an, avec des partenaires, là, Desjardins et d'autres, la MRC et nous, les députés et les ministres, on a mis de l'argent. Et avec ça, on a créé des places qui sont là, qui prennent 3 mois à ouvrir, puis ça va. Mais c'est vrai dans plein de secteurs. Donc là, je ne vous donnerai pas la date, je vais laisser NextDev l'annoncer, mais très bientôt, on va convoquer les participants du chantier pour revenir mettre à jour leurs affaires et regarder ça avec la lorgnette qu'on vit présentement. Cette explosion d'idées, de projets, de volontés, mais de problèmes aussi engendrés par la crise des tarifs, bien là, puis on ne sait même pas comment ça va finir, la crise des tarifs. On pense que ça commence le mois prochain, on verra. Mais dans tout ce bouillonnement-là, il y a vraiment des occasions, des opportunités à saisir. Et le chantier est un bon véhicule pour ça, parce qu'on va à la base, on va voir les gens où ils sont, ceux qui veulent travailler dans le secteur plus touristique, sur l'image, sur le transport. Donc ça, pour moi, ça a été, je ne veux pas parler d'une victoire, mais ça a été un beau moment qui porte ses fruits, puis on est rendu à la 3e année. J'ai très hâte qu'on y soit, puis que tout ce monde-là puisse se dire, bon, on a fait tout ça, comment est-ce qu'on va faire le reste? Parce que vous allez l'entendre dans ma bouche au moins une fois par entrevue, mais dans mes allocutions plusieurs fois parce que je les écris ensemble. Quand on travaille ensemble, la base, tous les secteurs, tous les politiques en même temps, en travaillant ensemble, on ne peut pas se tromper. On peut juste arriver à la bonne place. Exactement. Bien, M. Lemieux, merci beaucoup. Vous en On va prie. s'en reparler bientôt, j'imagine, parce que ce n'est pas les dossiers qui manquent dans le comté de Saint-Jean. Merci beaucoup. Après, on fait une pause et tout de suite après, je m'entretiens avec M. Stéphane Bergeron qui se présente comme candidat pour les prochaines élections municipales. À tout de suite.
Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Mon prochain invité se présente comme candidat dans le district 11, c'est Normandie-Est avec l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de M. Stéphane Bergeron. M. Bergeron, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas à votre première expérience. Vous étiez présenté à l'élection de 2021. Cette fois-ci, vous vous présentez avec l'équipe Marilyn Charbonneau. Peut-être nous expliquer un peu là, ce qui vous amène à vous représenter cette année et tenter votre chance à nouveau. Bien, en fait, moi, ça fait plusieurs années que je flirte avec la politique, autant au niveau fédéral, provincial, municipal. Puis si on veut emmener des choses ou on veut améliorer certaines situations, c'est au municipal qui est le plus concret, en fait. Puis pourquoi le municipal? C'est parce que je pense que je suis capable, en tant qu'ingénieur, je suis capable d'amener mon expérience, mon expertise, d'une certaine façon, en tant que gestionnaire aussi, et mes connaissances. Puis je voudrais faire profiter la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Vous vous présentez donc avec l'équipe Marilyn Charbonneau, et c'est peut-être un peu normal parce que je pense que vous étiez dans la même équipe en 2021, donc c'est une personne que vous connaissez bien, donc peut-être qu'il y avait des atomes crochus avec Mme Charbonneau. Oui, tout à fait, effectivement, parce que Marilyn, c'est une femme de terrain. Marilyn, c'est une femme... Ce qui est intéressant avec Marilyn, c'est que pourquoi, premièrement, que j'ai décidé de me présenter avec Marilyn, je vous dirais qu'à la base, c'est à cause des deux grands V, qui sont les valeurs puis la vision de Marilyn. Puis je vous dirais que Marilyn, comme je disais, c'est une femme de terrain. C'est une femme que quand elle prend un dossier, elle connaît son dossier, puis elle l'amène à terme. Puis ça, pour moi, c'est super important. Oui. Vous travaillez en gestion de projet, je pense, là, dans le domaine des infrastructures de transport, d'électricité. Votre chef a d'ailleurs vanté là, vos qualités en matière de mise à niveau des égouts et des aqueducs. Donc ça, c'est un atout important et surtout un enjeu important pour vous, je pense. Oui, absolument. Vous savez, beaucoup de villes dans la province de Québec font face à ce défi-là, puis Saint-Jean-sur-Richelieu s'en sauve pas. On a plusieurs centaines de kilomètres d'infrastructures souterraines, notamment les égouts, le pluvial puis le sanitaire. Puis c'est important qu'à certains endroits, qu'on sépare le pluvial du sanitaire. Il y a aussi, on sait que plusieurs infrastructures datent de plusieurs dizaines d'années. Aussi qu'il y a certaines infrastructures qui ont dépassé leur durée de vie utile. Donc, puis de toute façon, notamment, on a juste à le voir, il y a eu un bris d'aqueduc qui s'est fait, il y a eu des déversements, des versements qu'on fait régulièrement, mais aussi des refoulements d'égouts, puis ça touche directement les citoyens, ce qui est absolument impensable. Puis je pense qu'il faut absolument amener la résilience comme étant un concept central. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement qu'en modernisant les réseaux souterrains, pour les rendre utilisables actuellement, mais aussi pour faire face au changement climatique, aussi à la croissance urbaine et justement, ce que je disais, les changements climatiques. Bon. Je dois dire, cependant, aux auditeurs là, qu'on fait cette entrevue avant l'annonce par la Ville d'un plan d'infrastructure qui sera annoncé en conférence de presse, donc en fait, qui a été annoncé mardi dernier. On va recevoir d'ailleurs quelqu'un de la Ville de Saint-Jean la semaine prochaine pour nous en parler, mais ça explique quand même assez bien là, les problèmes que Saint-Jean connaît en cette matière. Vous avez été impliqué aussi dans la négociation de quelques conventions collectives, et ce des deux côtés, autant patronales, je pense, que syndicales. Oui, tout à fait. Donc, vous allez porter une attention, je pense, particulière là, à la gestion municipale et des... Bien, c'est important. Puis je pense que de toute façon, autant au niveau patronal, moi, je ne suis pas un antisyndicaliste, puis je ne suis pas non plus quelqu'un qui est fermement ancré dans le syndicalisme. Je crois fermement que sur les deux côtés, ça peut être gagnant-gagnant. Puis en donnant les outils, en donnant ce qu'il faut aux employés de la Ville ou à toute
les personnes, en fait, qui sont impliquées au niveau de la ville, je pense qu'on peut arriver justement à maintenir une certaine bonne entente entre les élus puis... Mais quel est le constat que vous faites là, de la gestion des finances publiques à Saint-Jean-sur-Richelieu, étant donné que vous y connaissez un peu? Est-ce qu'il y a place à amélioration? Bien, il y a place à amélioration. Je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, là, parce que je ne suis pas au fait de tout. Vous n'avez pas la main à la pâte, présentement, puis c'est ça. Il y a bien des choses qui sont discutées, je vous dirais, en arrière des rideaux, finalement. Mais je vous dirais qu'il y a effectivement place à amélioration, puis il y aura certainement du travail à faire à ce niveau-là. Bon. Il y a la mobilité durable aussi que vous souhaitez améliorer, qui est un enjeu important. C'est une lacune. Présentement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, quand on voit, par exemple, les réseaux cyclables, pour moi, je trouve ça inacceptable qu'on ait, que ce soit des endroits pas ponctuels, mais des endroits, différents endroits, en fait, que s'ils ne sont pas reliés. Oui. Il n'y a pas de connexion, c'est ça. Il n'y a pas de connexion, effectivement. Puis je vois la ville de Saint-Jean dans un futur, moi, où est-ce qu'on est capable de circuler en vélo à la grandeur de la ville. Autant pour traverser du secteur Saint-Luc puis venir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je reste d'ailleurs dans le quartier, juste en arrière du Chocolat Favori, là. Ça m'arrive souvent de prendre mon vélo. Je me rends, par exemple, sur Champlain pour me rendre sur la bande du canal. Je me sens pas en sécurité, mais pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire ici, à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant que le boulevard Saint-Luc, qu'il y ait une modernisation qui se fasse. Il va y avoir une belle piste cyclable, mais ce n'est seulement qu'une partie infime de ce qui doit être fait à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. En fait, il y aurait moyen de connecter tous les quartiers de Saint-Jean par une piste cyclable pour permettre aux gens, justement, de circuler et même de visiter la ville. Parce que même quand on reste à Saint-Jean, souvent, il y a des quartiers qu'on ne connaît pas parce qu'on ne peut pas y avoir accès. Absolument. Puis je pense que ça aurait un autre côté aussi positif. C'est qu'on regarde, par exemple, à l'entour de l'hôpital présentement, avec tous les problèmes de circulation et de stationnement, ce qui se passe là. Si les gens pouvaient se rendre et mettre des infrastructures pour être capables de laisser les gens se promener à vélo ou aller travailler à vélo, je suis certain qu'on diminuerait ou on améliorerait quand même, ou en tout cas à un certain niveau, le problème de stationnement autour de l'hôpital. Bon. Effectivement. Et ça pourrait peut-être aussi amener, si on facilite davantage l'accessibilité aux cyclistes, ça pourrait aussi améliorer, j'imagine, la sécurité des piétons, qui est un enjeu aussi. Ça, c'est une autre chose aussi. Présentement, ce qui me vient en tête, c'est sur la rue Rita. Il vient d'avoir des infrastructures. Je veux dire, ils viennent de refaire la modernisation au coin de Rita puis Saint-Luc. Le parc en ciel, il y a un parc sur la rue Rita qui est là. Il n'y a pas de trottoir. Il y a beaucoup de garderies qui sont dans le coin, qui s'en vont justement à ce parc-là. Ils sont obligés de se faufiler au travers des voitures. Pour moi, c'est inacceptable. Ça, c'est des choses qu'au niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut améliorer la sécurité autant pour les piétons que les cyclistes. Puis je suis quelqu'un qui prend des marches régulièrement. Puis comme je vous dis, dans plusieurs secteurs de la ville, ou en tout cas dans mon quartier, c'est un sérieux problème. Puis d'ailleurs, en discutant avec les citoyens, quand je les rencontre en prenant ma marche, c'est un point qui est souvent soulevé. Bon. Ouais. Et je pense que vous souhaitez aussi mettre en lumière les commerces locaux. Ouais. De quelle façon on peut le faire? Bien, je vous dirais que je parle, par exemple, les Galeries Richelieu. Vous situez les Galeries Richelieu? Bon, à cet endroit-là, je pense qu'il y aurait... ça serait intéressant d'amener des événements, d'amener des... je pense, par exemple, à un trottoir, une vente trottoir. On pourrait avoir des parcs d'amusement avec des jeux gonflables pour les enfants. On pourrait aussi, dans nos parcs, je pense que ça serait intéressant peut-être d'avoir des cinémas de plein air, d'avoir, tu sais, de dynamiser un peu le secteur. Moi, je pense à mon secteur District 11, mais je pense que ça pourrait être fait à la grandeur de la ville. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes familles, je pense, dans votre district. Oui, oui, absolument. Il y en a plusieurs, oui, tout à fait. Puis je pense aussi qu'il devrait être plus inclusif. Je pense encore aux parcs, par exemple. Là, présentement, on a des parcs, mais il faudrait moderniser nos parcs pour être capable d'être accessibles ou qu'ils soient accessibles autant pour les personnes à mobilité réduite que les personnes âgées. Il y en a des personnes. Quand j'ai fait mon porte-à-porte en 2021, c'était un point qui était soulevé souvent en disant pourquoi que nous autres, on n'a pas d'infrastructure pour pouvoir profiter des parcs. Oui, c'est un très bon point.
Il y a aussi le sentiment d'appartenance du quartier que je pense que vous trouvez que c'est absent, selon vous. C'est ça. Il y a un travail à faire. Il y a absolument... faut tourner. Puis il faut se tourner vers l'avenir un peu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, en tout cas, dans mon district, mais à Saint-Jean aussi. Parce que j'ai l'impression... Moi, ça fait 11 ans que j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vous dirais que j'ai l'impression que ça stagne. Ça bouge pas. J'ai pas l'impression. Saint-Jean-sur-Richelieu a tellement un beau potentiel pour devenir une ville wow. Vous savez, j'ai habité à la Malbaie, dans Charlevoix, pendant plusieurs années. Mes parents viennent de là. C'est une région magnifique. J'ai habité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas loin du fjord. J'ai habité à Québec, dans le Bourgneuf. C'est des super belles régions. Mais quand je suis arrivé, c'est la raison pour laquelle je suis ancré ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une ville que je le sais qu'on est capable d'amener à un autre niveau. En fait, c'est une belle ville que vous souhaitez qu'on promouvoie davantage, qu'on dynamise davantage? Tout à fait. Dynamiser. Moi, je vois la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les prochaines années. En fait, je vois les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu être des ambassadeurs de notre ville. Être capable de parler de la fierté de vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu, être capable de dire que c'est une ville sécuritaire, qui sont capables de faire du sport en toute sécurité. J'ai utilisé une expression, peut-être que les gens du festival n'aimeront pas ça, mais on aimerait peut-être qu'on soit identifié plus que « Ah, vous êtes la ville des Montgolfières ». On est plus que ça, je pense. On est absolument plus que ça. Moi, je pense que si on développait de façon intelligente la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on serait capable de l'amener à un autre niveau, sincèrement, et que les gens de la province, puis même à l'extérieur, parlent de Saint-Jean-sur-Richelieu comme un endroit à aller visiter, puis même vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu, et que les régions puissent nous envier. Est-ce que mettre l'histoire de la ville en relief pourrait nous aider? Je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a un collège militaire, qu'on a la base militaire, qu'on a Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on a le plus vieux fort de Saint-Jean-sur-Richelieu au Canada. Oui. C'est important. Fait que oui, je suis absolument d'accord que l'histoire de Saint-Jean, ça doit aussi être mis de l'avant. M. Bergeron, merci infiniment et puis bonne chance pour votre campagne électorale. Bien gentil, merci. Merci, au revoir. Donc voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.